Bon, bonjour, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous n'allez pas vous endormir après le repas et le samedi en week-end. On va parler donc de, comme vous avez peut-être lu, du mélange, de la juxtaposition entre la salle et le chef cuisinier, c'est-à-dire cette tendance qu'on voit un peu partout sur ce cuisinier, soit le chef, soit sa brigade, qui viennent en salle, ou en tout cas qui vont faire le service. Ce qui pose bien évidemment quelques questions, d'où l'intérêt de cette table ronde, de savoir aujourd'hui quels sont un petit peu les enjeux de cette tendance qu'on trouve à l'international. On va en parler un tout petit peu. Et puis, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd en agissant ainsi, est-ce qu'il y a une perte de savoir-faire. Je pense que Gilles Galasso, qui va se présenter après, qui est sur ma gauche, aura un peu ce regard-là. Et en revanche, on a trois chefs ici qui, justement, ont fait le choix, pour différentes raisons, et vont nous expliquer pourquoi, d'aller en salle pour faire le service. Et voilà, ils vont nous expliquer pourquoi. Donc, juste, je vous demande donc du coup de vous présenter un peu rapidement et notamment pour les trois restaurateurs, d'expliquer pourquoi vous et comment vous l'avez fait ce choix de mélanger, de juxtaposer et le service et la cuisine. Gilles, je veux bien que tu te présentes un tout petit peu. Gilles Galasso. Donc, moi, je suis enseignant à Biarritz. Et ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est le travail que je fais avec mes élèves, qui sont l'avenir de la profession. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'un élève de 15 ans dans un lycée hôtelier a la capacité de faire aujourd'hui, parce qu'ils sont admirables. J'essaie de défendre une des visions du service, il y en a plusieurs, et j'ai la grande chance aujourd'hui de pouvoir défendre une vision du service qui a été présentée ce matin à la table ronde par des historiens de la table. D'ailleurs, je vais parler sous le couvert des historiens qui sont présents dans la salle, parce que j'espère ne pas dire de bêtises. Voilà. Bonjour à tous, donc Christophe Fay, chef de la maison d'à côté à Montlivaud. Donc Montlivaud, c'est aux portes de Chambord. Aujourd'hui, donc je suis un chef qui prend mes commandes et qui sert mes clients. Juste parce que du coup, en fait, voilà, ma formation a fait que j'ai démarré avec un chef présent en salle, qui avait démarré dans un restaurant qui s'appelait Bourrier à Neuilly, donc dans les années 70, où justement les cuisiniers prenaient leurs commandes et servaient leurs clients. Ensuite, donc j'ai travaillé pour Monsieur Paul, qui est également voilà, présent auprès de ses clients. Et je m'étais toujours dit que le jour où j'ouvrirais mon restaurant, mais voilà, ça se ferait autour des cuisiniers et avec des cuisiniers, tout simplement. Donc moi, c'est David Royer, bonjour. Je suis chef dans un hôtel-restaurant à Lussac-les-Châteaux, à côté de Poitiers. Et je vais plus précisément vous parler d'une expérience que j'ai faite il y a une dizaine d'années maintenant, quand j'ai travaillé pendant 10 ans en Finlande. Et là-bas, j'avais un restaurant. Donc c'est plus à propos de ce restaurant-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je suis Jacqueline Pujol. J'ai tenu pendant 9 ans sur Tours un petit établissement qui s'appelait La Cuisine de Georges, dont la particularité était que j'étais le seul intervenant à la fois en cuisine, en salle. Donc j'ai travaillé tout seul pendant 9 ans, après avoir connu pendant 10 ans le travail de maître d'hôtel, on va dire, dans le restaurant que j'avais créé à Périgueux, mais qui était un restaurant qui était semi-gastro. Voilà. David, du coup, on va commencer par toi et juste sur la dimension internationale, qu'on comprenne bien que d'abord, c'est pas un phénomène franco-français. On parle souvent du restaurant Noma, qui forcément est un restaurant très connu, qui aussi a mis ça en œuvre. Mais toi, tu as pu le voir notamment donc en Norvège et il y a longtemps. En Finlande. En Finlande, à Helsinki, ouais. Mais ouais, au départ, on était deux à vouloir créer un restaurant. Donc la difficulté au début, c'était justement de trouver un lieu. Et le lieu qu'on a trouvé se prêtait aussi au fait que ce soit les cuisiniers qui soient en salle. En quoi le lieu s'y prêtait? En fait, c'était juste une grande salle avec une grande table de 16 couverts, comme une table d'hôte. Et niveau économique aussi, on était deux à commencer, on voulait y aller tranquillement. Donc on s'était dit qu'un jour ce serait mon collègue en cuisine, et puis moi en salle, et le lendemain à l'inverse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec les clients, tout se passait très bien. Donc au fur et à mesure, quand on a évolué, on a gardé la même chose en tête, et on a recruté en fait que des cuisiniers après. Donc qu'on comprenne bien en fait, hein, c'est que ce que vous dites finalement un peu tous les trois, c'est avant tout une dimension économique,
c'est-à-dire qu'on veut réduire les charges, et c'est la raison pour laquelle finalement on se sépare, on ne prend pas des personnes au service, c'est-à-dire qu'on néglige quelque part les professionnels de la salle, et Gilles bien sûr va défendre son bout de gras là-dessus, mais pour vous finalement c'est avant tout une logique économique, Christophe. Alors moi, attention, je néglige pas la salle, hein. C'est pas, je suis pas là pour faire un débat entre la salle et la cuisine. Je néglige pas du tout la salle parce que pour moi, c'est vraiment complémentaire. Aujourd'hui, j'ai également du personnel en salle. J'ai des commis de salle, j'ai chef de rang, j'ai ma femme qui est au service et j'ai également un sommelier qui est très important. Aujourd'hui, ce que moi j'ai voulu créer, c'est surtout une alchimie entre tous les services. Ça veut dire que concrètement, dans mon restaurant, bah voilà, tout le monde s'implique, que ce soit le petit commis de cuisine au plongeur, voilà, tout le monde est impliqué dans l'entreprise. On est un petit peu plus de 10 aujourd'hui. Et voilà, tout le monde va dans ce sens, et avant tout dans le sens de rendre heureux nos clients, de leur faire bah voilà, passer un moment unique et tourner autour de la cuisine. Et est-ce que vous posez la question à Jacqueline, puis après à David, est-ce que vous avez le sentiment du coup, vous, que celui qui a cuisiné, vous êtes allé jusqu'au bout, vous, du process, que vous étiez tout seul, et en cuisine, et en salle, ce qui est quand même assez intéressant. Je veux bien quand même que vous y reveniez un peu comment vous gériez 25 couverts à Tours tout seul des deux côtés, plus une entreprise à faire tourner quand même. Mais est-ce que vous estimez que le cuisinier est le plus à même de parler aux clients de ses plats? Alors, je me pose encore la question de savoir comment j'y suis arrivé. C'est clair que gérer 25 personnes à chaque service, 6 jours par semaine, c'est quand même pas forcément toujours facile. Maintenant, ça s'est fait, quoi. Moi, je pense effectivement qu'il est excessivement important que le client ait la vision la plus claire possible du plat qu'on va lui servir. Ça ne veut pas dire que ça passe forcément effectivement par le fait que ce soit le cuisinier qui aille expliquer en salle mais ça passe obligatoirement par une connaissance terriblement importante en fait pour la personne qui va faire le service du plat qui va être servi. Bon, il y a des techniques dans des grandes chaînes en fait qui consistent à faire goûter les plats avant chaque service, les plats qui sont proposés pour le service. On explique bien en fait aux équipes en salle quels plats on va servir, quels ingrédients sont constitutifs de chaque plat. Donc, à partir du moment où ce travail-là est bien fait, effectivement, il n'y a pas forcément nécessité que ce soit le chef qui se déplace en salle pour expliquer. Mais, oui, donc pour vous, c'est pas du tout impossible d'arriver à transmettre exactement comme il faut au personnel de la salle et d'être capable de parler du plat de la même façon qu'un chef. Ou alors est-ce que pour vous, il y a quand même une sorte d'impossibilité presque philosophique à ce que celui qui n'a pas fait ne puisse pas en parler avec le même ressenti, le même amour, le même ce côté intrinsèque de ce qu'on a fait finalement? Il y a aucune impossibilité. Il y a dans la vie, moi j'aime pas beaucoup en fait, on dit toujours il y a des intellectuels et il y a des manuels. Non, il n'y a que des intellectuels. Parce que un manuel qui est stupide, il ne sera pas un bon manuel, quoi. Un manuel qui est intelligent, il sera un excellent manuel. Donc à partir du moment où on a un minimum d'intelligence, un minimum de respect du client, un minimum de sens relationnel, en fait, on peut absolument tout faire. Gilles, qu'est-ce que vous pensez de cette situation où finalement il y a quand même une vraie tendance en tout cas, hein. Après, on rentrera peut-être dans le détail au niveau de la haute gastronomie, de la bistronomie et même dans d'autres types de restauration. Mais vous, quand vous voyez cette tendance où finalement il y a un peu cette confusion, je sais que vous allez réagir plutôt Non, fortement. Alors, en fait, déjà, je comprends parfaitement que le serveur doit maîtriser les cuissons, les assiettes et mettre en avant les assiettes du cuisinier. Ça, c'est une évidence. Mais ce que je voudrais défendre, c'est que la salle, c'est un vrai métier. C'est comme la pâtisserie, la sommellerie, le bar. Et le travail que je fais avec mes élèves à Biarritz n'est pas un travail de mise en valeur de la cuisine. Il est un travail basé sur l'émotion du lieu. Je vous ai amené le premier exercice qu'on fait en salle et qui ne parle pas de cuisine. Alors j'aurais aimé avoir votre sentiment sur ce travail-là, parce que l'on va essayer de placer le client au centre de la prestation
et non pas l'assiette du cuisinier. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça. Mais le client peut rentrer dans le restaurant pour d'autres éléments que simplement la cuisine. Voilà. Alors, je vais vous amener un petit peu, si vous voulez bien prendre un des cubes. Donc, il est très didactique, hein, il y a des petits cubes. Hein. Non, mais parce que, bon, je le ferai passer après, si vous voulez. Je défends aussi l'éducation nationale, c'est mon rôle aussi. Alors, vous voyez, le jeune rentre dans le restaurant à Biarritz et il reçoit ce cube. Alors, c'est basé sur les cubes qu'on avait étant enfant. Vous vous souvenez, ça, on faisait des images avec. Et chaque face du cube va correspondre à une vision que va avoir le client assis. Souvent, le chef cuisinier a une vision de son restaurant assez précise, mais il ne se rend pas toujours compte que le client va avoir une vision directe pendant 2 heures, c'est-à-dire le temps où il va être assis, de ce qui se passe en face de lui. Donc le cube présente les 6 vues que le client peut avoir en étant assis. Par exemple, chez nous, il va y avoir les montagnes basques, et il va y avoir cette montagne, l'Arzamendi, la montagne de l'ours. Et mon jeune va être capable de dire à un client, selon l'âge du client, va être capable d'avoir une conversation avec lui sur cette montagne basque, et on est très loin de parler de la cuisine. Il va pouvoir apporter une émotion liée au mystère de cette montagne que le client a en face pendant 2 heures. Vous voyez ? Et donc, une partie de mon travail n'est pas de mettre en avant la cuisine, mais de donner au client une expérience émotionnelle. Donc Gilles, hein, qu'on comprenne bien, hein, ce petit cube, à la limite, qu'on pourra peut-être on pourra les mettre les lancer en salle. C'est ce que vous donnez au tout premier cours à vos élèves de 15 ans, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est la première chose qu'on donne aux élèves de 15 ans parce qu'on s'aperçoit, et je crois que le monsieur de Septime l'a très bien expliqué ce matin, il dit, avant d'avoir le niveau de connaissance, de conversation avec les clients pour pouvoir servir chez Septime, il faut tout un bagage certainement basé sur l'émotion. Donc c'est ce que j'essaie de présenter. Et puis l'autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que je me suis inscrit en histoire de l'art. Et j'aimerais montrer que mon métier, le métier de serveur, est basé sur une gestuelle qui est de l'ordre artistique, alors que la gestuelle du cuisinier va être plutôt d'ordre technique. Donc les gestes que nous allons faire vont être des gestes différents de ceux des cuisiniers en salle. Voilà. Si j'arrive à faire accepter que le geste de serveur est un geste d'ordre artistique, j'aurai réussi à apporter une pierre à l'édifice des métiers de la salle. Ouais, c'est ce que vous défendez, hein, Gilles, hein, c'est ce côté artistique que ne peut pas apporter le chef. Le chef peut apporter un discours, le chef ou sa brigade, en tout cas en cuisine, peut apporter et la technique et le discours sur le plat. En revanche, vous vous battez entre guillemets, et on sait que tout le monde ne pense pas la même chose hein, dans votre corps de métier. C'est sur la théâtralisation, un mot qu'on a beaucoup employé pendant ces 2 jours, et ce côté artistique. Je vais vous donner deux exemples simples. De maître de salle. Souvent, dans les restaurants étoilés, on a le service du jus ou de la sauce. Et en fait, on voit le serveur arriver et simplement verser le jus. En versant le jus, peut-être que l'esthétique de l'assiette va être modifiée par rapport à ce que voudrait le chef de cuisine. Donc, c'est par le geste du service du jus que nous allons apporter une valeur ajoutée à l'assiette. Je vous donne un deuxième exemple, c'est Arnaud Faye à Chantilly, qui me disait l'autre jour, moi quand je fais certaines assiettes, il me faut 24 gestes avant que l'assiette. Il me dit, j'ai besoin des gestes de la salle, parce que en faisant ces gestes-là, je crois que tout à l'heure tu parlais, Franck, d'économie, en faisant des gestes de salle, nous allons pouvoir justement faire moins de gestes en cuisine, parce que la salle va venir en complément du geste du cuisinier. Est-ce que l'un de vous trois veut réagir à ce qui vient d'être dit? Moi, ce que je peux juste dire par rapport à ça, c'est que à la base, ma formation hôtelière, elle était aussi bien en salle qu'en cuisine, et que voilà, j'ai eu une formation complète, un peu plus globale, on va dire, que ce qu'elle peut l'être aujourd'hui. Hein, voilà, dans les lycées hôteliers aujourd'hui, il faut obligatoirement choisir. Voilà. Aujourd'hui, il faut choisir un petit peu ce qu'on a envie de faire, et on n'apprend plus, si on a envie d'être cuisinier, on n'apprend plus les gestes de la salle, et si on a envie d'être en salle, on n'apprend plus les gestes de la cuisine. Ce qui est quand même super dommage, puisqu'on est formé avant tout dans un métier qui est la restauration, et qui est donc assez global. Moi, j'ai eu cette formation, alors peut-être que oui, je n'ai pas le geste suffisamment pointu. En tous les cas, voilà, j'ai cette approche au niveau du client,
Et c'est cette approche aussi que j'ai envie de donner à mes stagiaires que je reçois en salle aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut dire aussi, alors je crois que l'inspecteur n'est plus là, mais c'est qu'il y a eu un changement récent dans la formation en 2011 et 2014-2015, plus récemment, pour les bacs pro, notamment les BTS. Il n'y a plus ce qu'on appelle la valence. C'est-à-dire que ceux qui travaillaient en cuisine avaient forcément une formation en salle et inversement. Et ça a été supprimé, donc, comme je viens de le dire, je crois il y a 1 an et il y a 4 ans. Et ce qui, je trouve, est très étonnant. Alors, je ne sais pas, peut-être tout à l'heure, quelqu'un prendra la parole sur ce thème-là, mais c'est quand même, je trouve, personnellement, très étonnant qu'on supprime pour les futurs cuisiniers ce passage en salle, quand même, pour comprendre ce qui se fait de l'autre côté des murs et inversement. Mais ça, j'espère qu'il y aura des questions tout à l'heure là-dessus pour que vous réagissiez, même si je veux bien, à la limite, qu'on commence à réagir maintenant. Est-ce que l'un de vous quatre, alors je sais que pour Gilles, c'est pas forcément évident, puisque de par sa position, mais est-ce que l'un de vous trois a envie de réagir sur cette absence de formation couplée? Si, c'est un peu dommage. Moi, personnellement, quand j'étais en Finlande avec mon collègue qui avait fait un peu la même. J'ai fait un BTH à Dinard et un BTS à Strasbourg, pour vous donner un peu le background. Et en fait, c'est ces études qui m'ont permis de penser que, justement, il nous était possible de servir aussi les clients. Donc, on a eu une formation qui nous a donné la possibilité de le faire. Après, maintenant, c'est vrai, si ça a été annulé, c'est un peu dommage. Et c'est quelque chose qu'on aime aussi, enfin, on essaye de le faire aussi où je suis maintenant, c'est-à-dire essayer que les postes s'inversent pour que chacun comprenne les métiers des autres. Est-ce que vous, tous les trois qui êtes chefs, est-ce que vous avez le sentiment que vous perdez quelque chose en ayant fait ce choix d'aller servir directement en salle? Est-ce que vous sentez qu'il y a une perte, notamment technique, ce que défend Gilles? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est plus adapté à notre époque que finalement de supprimer? Alors, il y a eu quelques débats sur les découpes en salle, par rapport bien sûr au Plaza aussi, et par rapport à d'autres maisons où on se posait la question de la découpe en salle, ce que défend Gilles énormément. Est-ce que vous, chef, vous maîtrisez la technique, mais peut-être moins le fait de le faire devant les clients, ce qui finalement est un autre métier? Est-ce que vous, là-dessus, c'est une problématique que vous posez quotidiennement, ou alors c'est quelque chose qui, de par l'époque qui est la nôtre, n'existe plus? Moi, concrètement, je pense que justement, on a un retour à toutes ces techniques de salle qu'on a vu un petit peu disparaître avec l'arrivée du dressage à l'assiette. On en parlait tout à l'heure à table, mais je pense que c'est super important. Mais il faut bien savoir que ces techniques, elles demandent beaucoup de personnel, et que dans des petites entreprises comme la nôtre, c'est beaucoup plus compliqué. Après, moi, concrètement, il n'y a pas de barrière entre la salle et la cuisine. Voilà, on arrive vraiment à avoir une alchimie entre tous, et quelque chose qui est vraiment voilà, tourné vers le client avant tout, quoi. Gilles? Je crois qu'une personne a souligné ce matin qu'il y a un problème de recrutement dans les métiers de la salle. On ne recrute pas suffisamment de serveurs dans le bac pro service par rapport au bac pro cuisinier. Et je crois qu'il faut redonner la fierté au métier de la salle. Et la découpe peut justement rendre la fierté sur des gestes qui sont très anciens. Alors, on parle de l'assiette, on parle du service de l'assiette. En fait, c'est très court dans l'histoire de la gastronomie. Ça date des années 70. D'ailleurs, un des historiens de ce matin le disait. Alors que si on regarde le geste de service, la découpe, c'est un geste qui a 2000 ans. Et donc, on va supprimer, on va tuer une profession complète sur une mode qui n'a que 40 ans. Voilà. Et à force, on est de moins en moins à savoir réaliser les gestes, on les transmet plus dans les écoles hôtelières, et moi j'ai peur en fait que ça soit tout un pan de notre gastronomie qui disparaisse, alors qu'au contraire on devrait essayer de valoriser ces métiers. Moi, je suis pour la cohabitation, donc je pense qu'il faut pas instaurer un faux débat. C'est pas soit l'un soit l'autre. On a des clientèles aujourd'hui qui ont des comportements d'achat au niveau de la restauration qui sont de plus en plus pointus et sophistiqués. Et à chaque moment de leur vie ou de leur journée, en fait, va correspondre une attente au niveau de la restauration. Et le même client, en fait, sera aussi bien capable d'attendre un service un petit peu plus sophistiqué, une découpe au guéridon, tel jour parce qu'il voudra fêter quelque chose avec sa femme, avec sa maîtresse,
avec n'importe Il y qui. a toujours une maîtresse qui arrive quand on parle de Toujours. table. Hein, toujours. Toujours. Au restaurant, c'est quand même là que se passe beaucoup de choses, quoi. Et enfin, c'est des préliminaires en tout cas. Et à certains moments, il voudra ça, et à d'autres moments, il cherchera quelque chose de beaucoup plus simple, peut-être même une cuisine pas forcément très bonne, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure pendant le déjeuner, c'est que moi j'ai connu il y a 50 ans, on était capable en fait de faire 100 km le dimanche pour aller déjeuner avec ses parents, et on allait manger des fois dans des bouis-bouis absolument infâmes en termes de cadre, dont on se relevait en fait une fois qu'on avait fini le repas, si on arrivait à se relever, et les chaises étaient tellement grasses et tellement sales qu'elles collaient au pantalon, mais on avait fait un super gueuleton. On avait fait une super bouffe. Voilà, bouffe. Et pourquoi qu'aujourd'hui, pourquoi Parce que on est toujours à cette question de qu'est-ce qu'un restaurant. Un grand restaurant, c'est l'émotion, c'est quoi? C'est alors par rapport au justement, service et par rapport à alors la justement, cuisine. Hein. aujourd'hui, on a basculé sur un comportement en fait en restauration qui est complètement différent, et on a un mix produit en fait qu'attend le client, qui est beaucoup plus important et qui comporte au moins, c'est un tabouret au moins avec 5 pieds. C'est-à-dire qu'il y a la cuisine, il y a le cadre, il y a le prix, il y a la qualité, le rapport qualité-prix, il y a l'ambiance. Et en fait, tout ça, ça vient se mélanger. Et en fin de compte, il n'y a pas d'élément qui soit prédominant. Il n'y a pas d'élément qui soit prédominant. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une espèce de marmite en fait dans lequel tous ces éléments bouillonnent. Alors que, je le disais, il y a 50 ans, c'était beaucoup plus simple, quoi. C'était service, quand on allait chercher, bing, alors soit on allait chez Michel Guérard, et puis on avait du tralala, et puis une cuisine, soit on allait après dans une petite auberge, comme celle qu'il a pu du reste reconstituer à l'intérieur de son domaine. Hein. Et tout ça, c'est en train d'évoluer. Mais tout ça n'est pas incompatible, quoi. C'est à chaque moment, à chaque instant de vie, correspond quelque chose dont on a besoin, dont on a envie, et tout peut très bien cohabiter. Effectivement, hein, ce que vous dites, c'est que le client aujourd'hui zappe. On peut aujourd'hui être dans un palace le lundi, dans une brasserie le mardi, un fast-food le mercredi. Et bon, ça, c'est effectivement les nouvelles tendances de consommation du consommateur. Mais si j'extrapole un tout petit peu ou si je surinterprète, est-ce qu'on peut pas, ça ne veut pas dire que les nouveaux restaurants qu'on appelle bistronomie ou maintenant le post-bistronomie, puisque je rejette un peu ce mot-là, pour des raisons économiques, et Théo de Septime ce matin en parlait, parce que les ratios, parce que les coûts, parce que les prix sont de moins en moins élevés pour les menus, est-ce qu'il n'y a pas une disparition quand même dans ce type de restauration du service, et que le grand service à la découpe et autres n'est pas un petit peu limité à cette haute gastronomie, c'est-à-dire des grandes brigades et en salle et en cuisine? Alors Gilles, je connais à peu près ta réponse, mais qu'est-ce que toi tu en penses sur le fait que finalement ce grand service-là va se réduire à un certain type, certain secteur de gastronomie, de restauration, pardon? Évidemment, je ne suis pas d'accord. En fait, première chose, si je vais vous montrer 2-3 diapositives, vous allez vous apercevoir qu'en fait, lorsqu'on parle des découpes en salle, alors ce n'est pas le seul aspect, mais c'est celui que je travaille actuellement, on peut faire des choses très rapides qui vont mettre en avant le service en salle, qui vont rendre la fierté à l'équipe de salle, sans obligatoirement prendre 25 minutes au guéridon, ce qui me semble absolument incompatible avec la gastronomie actuelle. Et deuxième chose, même si on va chez, par exemple, Courte Paille ou Buffalo Grill, on peut avoir une... Non, mais je parle des formules de restauration qui sont autres, je ne parle pas de la gastronomie. On peut avoir tout à fait le service d'une côte de bœuf, commander une côte de bœuf, on vous apporte la côte de bœuf, sauf qu'elle est massacrée par le serveur. C'est-à-dire qu'elle est posée, elle est mal découpée. Et on a très peu de possibilités, nous les serveurs, de pouvoir montrer un geste, de pouvoir montrer au chef cuisinier qu'on va apporter de la valeur ajoutée. Donc il ne faut pas se rater. À chaque fois qu'on a une opportunité de pouvoir montrer quelque chose, il faut le faire bien. Et dans ce cas-là, on gagnera la reconnaissance des chefs et la confiance des chefs. Moi, je pense que tout va passer par les chefs. Il y aura un moment où les chefs vont donner, et d'ailleurs c'est déjà le cas, il y a des mouvements. Hein. Régis Marcon m'a appelé la semaine dernière par rapport à un article sur l'hôtellerie. Il y a des grands chefs qui sont en train de refaire le pari de la salle. Joël Robuchon à Bordeaux, à la Grande Maison, a placé la découpe
au centre de son repas en étant le moment phare du repas en salle. Mais là, Gilles, on est d'accord qu'on parle quand même avec Robuchon et Marcon et compagnie, on parle de la haute gastronomie qui est doublement ou triplement étoilée quand même. Et tu peux découper correctement une côte de bœuf à Buffalo Grill. Mais est-ce que, oui, est-ce que la personne aura la formation pour? Est-ce qu'il y aura cette attention-là? Est-ce que chez Buffalo Grill et compagnie, on n'est pas dans du recrutement de petits personnels non diplômés pour être payés moins cher? On doit pouvoir arriver à former du personnel de salle, alors encore une fois sur ce geste de découpe, quel que soit le niveau de restauration. On parlait de bistronomie, il peut tout à fait y avoir des gestes de salle dans lesquels on va toucher une assiette en apportant quelque chose sans obligatoirement faire de la haute gastronomie. Moi, je le mesure tous les jours. Est-ce que tu veux montrer, je sais que tu avais Oui, quelques... rapidement, c'est pour Oui. vous montrer, en fait, je voulais profiter des rencontres François Rabelais, parce que j'essaie de reconstituer l'histoire de ma profession, et c'est très difficile parce que c'est un puzzle, et des pièces manquent à ce puzzle, c'est pour ça que j'ai besoin de l'aide des historiens. Alors regardez, par exemple, on voit un écuyer tranchant, on en a parlé ce matin, du 5e siècle ici. Et on voit que tout de suite, il a un travail dans lequel il va travailler à la volée, c'est-à-dire en tenant la volaille au bout de la main. On est chez les Romains. Et alors, on remarque deux choses dans ce tableau. Vous voyez que c'est une mosaïque. Première chose, on voit sa robe, et on voit que la robe de l'écuyer tranchant est la même robe que les clients. Et on voit que sa coiffure est la même coiffure que les clients. Ce qui veut dire qu'il n'a pas une coiffure d'esclave. On voit les autres esclaves, et on sait qu'au 5e siècle, en fait, les esclaves avaient une coiffure particulière, c'est-à-dire qu'ils étaient rasés avec une mèche derrière. On voit que l'écuyer tranchant, qui est un serviteur, a déjà un statut particulier. Alors j'avance, j'ai choisi que 5 diapositives, mais j'ai réussi à en avoir une centaine aujourd'hui d'œuvres qui parlent du service en salle. Et là, on voit l'écuyer tranchant. On est en 1348, donc à la moitié de la guerre de 100 ans, là où ça va à peu près bien pour la France à ce moment-là. Et on voit Charles V qui remet l'oriflamme de Saint-Denis, le fameux drapeau rouge, à son écuyer tranchant Pierre de Villiers. Alors c'est marrant de voir le blason de Pierre de Villiers, parce que c'était son maître d'hôtel, et il avait la fierté d'avoir le lito déjà à l'époque. Et l'écuyer tranchant, c'est-à-dire la personne qui allait trancher les viandes devant le roi, était une personne de confiance, tellement de confiance que c'était lui qui était le porte-drapeau du roi pendant toute l'histoire de la gastronomie. Je remonte encore dans l'histoire, et là on est à peu près à Azincourt, donc la défaite contre les Anglais à la fin de la guerre de 100 ans. Et encore une fois, on voit les écuyers tranchants qui utilisent des couteaux particuliers et qui, par leur dextérité, vont être au centre des œuvres parce qu'ils sont très respectés par les nobles de l'époque. On voit le travail au couteau ici. Je remonte encore, on arrive au XVIIe siècle, il va être une période charnière, et on voit encore une fois un écuyer tranchant qui est en train de découper à la volée une volaille. Découpe à la volée que tu aimes bien et apprendre et que tu pousses à reproduire par tes élèves. Voilà, et c'est le catastrophe à la maison parce que ma fille en a marre, parce qu'on mange un poulet à la volée toutes les semaines depuis 6 mois. Alors, voilà, en fait, tout simplement, c'était pour les personnes. Donc, simplement, ça consiste à maintenir une volaille en l'air et de faire tomber les morceaux, voilà, et de faire tomber tous les morceaux. Et un des historiens ce matin nous expliquait que ça avait aussi servi à éloigner les risques d'empoisonnement. C'est pour ça qu'on maintenait les volailles assez loin. Puis il y avait toute une symbolique. La professeure qui me suit, qui est une professeure de philosophie, m'a dit un jour, ça m'a frappé, elle me dit que le mot sacré vient de la découpe des viandes. C'est-à-dire que le partage des viandes a créé le mot sacré aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est un métier très ancien. Et un jour, en tombant, parce que ma fille fait de la danse, et elle me montre comment elle apprend à danser en mettant notamment un crayon qui va être entre les doigts, de telle manière à toujours avoir les doigts qui ne se touchent pas. Et je tombe sur une gravure qui montre la manière de tenir un couteau en 1677, et je me rends compte qu'en fait, le placement des doigts ressemble fortement à des ouvrages de danse classique de l'époque. Et donc j'essaye de travailler avec une professeure de danse pour qu'elle m'apprenne à travailler plus élégamment que l'apprentissage que j'ai reçu en lycée hôtelier,
il n'y avait pas de discussion ni de réflexion sur la prise du couteau ou sur la découpe en elle-même. Voilà, donc je vais vous montrer Anne parce que c'est assez étonnant. Enfin, il faut imaginer, c'est un peu ubuesque de me voir arriver avec un poulet rôti dans le salon de danse classique, les petits rats de l'opéra qui partent au vestiaire, et donc moi qui arrive avec mon poulet rôti. Ah, sans tutoiement, voilà. Allez, un petit film. Donc ce mouvement peut s'apparenter à la première position de danse classique. Ici, nous allons juste chercher d'un côté bien en ouverture. Nous ne montons plus l'épaule et la main vient travailler devant. Donc, on dirige bien son couteau sur le côté. L'épaule n'est pas engagée. À partir de ce moment-là, il n'y a plus que l'avant-bras qui travaille. Et l'avant-bras fait une petite rotation interne à partir du coude. Et c'est le coude qui vient chercher. Nous ne prenons pas ici d'effort dans l'épaule, qui est toujours abaissée. Ici, le principe est le même. Pas d'engagement d'épaule. On va chercher loin. Et on ramène devant par le coude. Donc la difficulté ici est de ne pas engager les épaules encore une fois pour ne pas mettre de tension dans le cou. J'abaisse les épaules, là, et j'essaye de garder les coudes près du corps. Voilà. Et donc, voilà une planche de découpe du 17e qu'il faut arriver à essayer d'interpréter. On a des numéros, évidemment, on n'a pas de vidéo. Et donc, il faut essayer de le faire rapidement, puisque l'idée c'est de servir chaud. Et donc, moi je propose à mes élèves de le faire en moins de 2 minutes. À partir de 2 minutes, on considère que déjà c'est trop long. C'est par rapport à l'objection que vous aviez tout à l'heure. Voilà, et là on a la fin de la découpe en salle où on est revenu sur une planche. Et là, on se situe au moment de la création des beaux-arts, justement, et la cuisine va être écartée des beaux-arts, le service aussi va être écarté des beaux-arts. Et cet écuyer tranchant, il m'interpelle parce qu'on le retrouve sur plusieurs tableaux et j'arrive pas à savoir qui il est. Et sur plusieurs tableaux, j'ai l'impression de voir la même personne, en tout cas avec le même habit, qui est en train de servir. On est sous Louis XV. Alors, il y a toujours eu dans l'histoire des arts une querelle entre les anciens et les modernes. Donc, la difficulté, vous les cuisiniers, vous avez su le faire depuis très longtemps, votre créativité n'est pas contestée. C'est-à-dire un cuisinier qui va créer quelque chose ne va jamais être contesté, au contraire. Et nous, en salle, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est attaché à des traditions et c'est très compliqué d'amener des gestes nouveaux sans être critiqué. On en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, donc les premiers essais de découpe à la volée à partir d'un canton. Et puis, ces gestes que je vais chercher dans la danse classique, mais aussi avec 3 magiciens, je travaille avec 3 magiciens, qui ont une gestuelle toute particulière, mais aussi des gens de théâtre, des gens du spectacle. Une fois que j'arrive à maîtriser le geste moi-même, je le donne à mes élèves. Et je voulais vous montrer cette petite vidéo parce qu'elle dure qu'1 minute, de mes jeunes qui ont donc 15-16 ans, qui vont s'accaparer des gestes. Et ils m'ont impressionné parce que les élèves d'aujourd'hui ne sont pas plus nuls que les élèves des années 80. C'est une vision de l'esprit. En réalité, ils arrivent eux-mêmes à comprendre ce que l'on fait, des fois mieux que moi. Vous allez voir des gestes que je suis incapable de faire. Et surtout, ils aiment ma matière. En tout cas, j'essaie de leur donner l'amour de ma matière. Et ils veulent ensuite être maîtres d'hôtel. Certains. Donc, notamment, j'ai un maître d'hôtel qui travaille chez Septime actuellement maintenant, qui était mon élève il y a 5 ans. Voilà, je vous montre cette petite vidéo. Alors, évidemment, ce sont des très jeunes, donc il va falloir être très tolérant parce qu'ils n'ont pas encore les gestes d'un professionnel, mais ils comprennent la philosophie du geste en salle et ils essaient de l'appliquer.
Je vous remercie. Ce qu'on essaie, c'est de garder des gestes anciens de l'école hôtelière. Alors, vous avez vu ce port de suite complexe qu'on faisait, qui était une catastrophe parce qu'on était jeunes, donc vous avez dû le faire, je pense aussi. Et se dire de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire garder nos gestes et essayer de les adapter au marché actuel. Budget moquette dans le restaurant. Surtout, je le fais avec zéro moyen, puisque je suis dans un lycée hôtelier, j'ai pas d'argenterie, j'ai pas de moyens particuliers. Ce n'est que la gestuelle. Mais Gilles, comment justement on peut adapter ces gestes dans des restaurants comme ceux de Christophe, David ou Jacqueline ou Théo ce matin de Septime qui était là? Comment justement on peut adapter ces gestes-là qui n'existent en tout cas, qui prennent de l'ampleur que par la théâtralité, un brin excessif quand même aujourd'hui. Il y a plus d'un client qui serait très intimidé par ça. Et c'est justement ce qu'on a reproché pendant très longtemps à ces grands restaurants, c'est qu'on soit intimidé par le nombre de couverts, par les gestes justement. Alors pourquoi pas, mais comment adapter ça aujourd'hui au quotidien des restaurateurs? Et après, je demande à Christophe, qui est un restaurant étoilé, est-ce que lui imagine ça dans son restaurant, Gilles? Je comprends parfaitement et je pense qu'effectivement, ça peut paraître trop, mais il se passe des choses incroyables à Biarritz, au lycée hôtelier, parce que quand mes jeunes font ce genre de gestes, on a des clients qui se lèvent et qui viennent filmer avec leur téléphone portable le geste. Donc ça devient finalement une sorte de fabrique. Alors attention, hein, des clients qui vont au lycée hôtelier, ils y vont aussi pour voir des techniques, ils y vont pour voir des choses. Des clients qui viennent dans notre restaurant, ils viennent pas que pour voir une gestuelle, ils viennent aussi pour avoir une ambiance, pour avoir quelque chose. Moi, juste pour revenir un petit peu par rapport aux vidéos, je suis pas fermé par rapport à ça. Ce que j'ai vu, c'est aussi ce qui se passe dans mon restaurant, hein. Mis à part le découpage, les personnes que j'ai en salle, c'est un redressage de table, c'est un débarrassage. Voilà, tout ce que j'ai vu, c'est pas aboli chez moi, hein, ça existe encore. Donc, il y a encore ce métier de salle qui est présent. La seule différence, c'est que oui, c'est des cuisiniers qui emmènent les plats. Je reviens sur ce qui se disait tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, nos clients sont de plus en plus pointus au niveau cuisine. Ils aiment bien aussi bidouiller un petit peu à la maison. Quand on leur parle de basse température, ils savent ce que ça veut dire. Nous, on travaille un petit peu les herbes et puis les fleurs sauvages. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui connaissent. Hein, et moi, c'est surtout dans ce sens-là, en fait. C'est surtout dans le sens où quand il y a un cuisinier qui emmène un plat, il va être capable d'échanger sur un mode de préparation, sur une cuisson, sur la façon de faire un jus, puisque aujourd'hui, vraiment, c'est les questions qu'on a tous les jours et à chaque service, quoi. David? Et nous, en Finlande, c'était la même chose déjà il y a 10 ans. Après, le lieu, je pense que le lieu affecte aussi le mode de service. Enfin, ce genre de service ne peut pas se faire partout. Et nous, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, où je suis maintenant, il y a un service en salle. Et, l'un n'empêche pas l'autre. Je vais toujours en salle pour amener des assiettes, etc. Mais il ne faut pas que ça stoppe